Bonjour à tous, bienvenue pour cette quotidienne du 18 décembre. Au sommaire aujourd'hui, on donne la parole à l'association La Vie est dans la Prairie et à sa présidente Patricia Bayouti-Rovna. Bonjour, on est très heureux de vous recevoir. Vous êtes un groupe de citoyens, notamment d'Aubonne et de Montauroux, qui s'opposent à la construction d'un nouvel abattoir sur la commune d'Aubonne. Vous avez fait recours notamment au tribunal cantonal. On saura pourquoi d'ici quelques instants. Ensuite, on parlera notamment politique avec notre spécialiste et notre rédacteur en chef, Laurent Cavalieri. On fera un point notamment sur les élections complémentaires à Gland, mais également à Arzier. Le Muy. Puis en sport, on revient et on donne la parole notamment au Nyon Basket féminin qui, le dernier match, s'est incliné face à Elfig Fribourg. Sur un score sans appel, 58-106. On recevra les joueuses Laure Margot et Agnès Blanchard. De ton côté, Alexandre, où es-tu aujourd'hui? Que fais-tu? Salut André, eh bien regarde, je suis, tu vois les colonnes romaines derrière moi, je suis sur la place des Marronniers ici à Nyon, et puis je vais aller dans cet igloo, parce que dans cet igloo, pendant les fêtes et à l'occasion des fêtes, il y a l'artiste de la côte, François Montou, qui est sculpteur d'argile, de ciment, qui prépare justement une tour qu'on peut admirer ici tous les soirs, avec grâce à Illuminion aussi, qui illumine justement notre ville de Nyon. Regarde, je te montre juste à quoi ça ressemble. Bonjour François, voilà qui est ici. Alors, on va justement décrypter son travail après, et puis le vernissage, ce sera prévu ce mercredi pour une belle fête illuminée avec cette œuvre que tu viens de voir derrière moi. Merci Alexandre, à tout à l'heure. Je vous le disais en introduction, un groupe de citoyens d'Aubonne et de Montauroux s'oppose à la future construction d'un nouvel abattoir sur la commune d'Aubonne et fait recours au tribunal cantonal. Patricia, vous en êtes la présidente notamment de cette association qui a déposé ce recours au tribunal cantonal, l'association intitulée La Vie est dans la Prairie. J'aimerais déjà savoir, avant de connaître justement pourquoi est-ce que vous êtes opposé à ce projet, qui constitue cette association? Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, nous sommes 7 personnes au comité. Nous sommes 7 personnes qui ont fait opposition à ce projet. Et, toutes les personnes habitent Aubonne ou Montreux ou habitaient Pizy avant un déménagement. Est-ce que vous êtes tous des voisins à ce futur projet ou pas? On n'est pas des proches voisins, donc ce qui nous empêche de faire recours en fait. Donc ce sont d'autres personnes, 7 autres personnes qui ont fait recours. Et ces personnes-là sont vraiment, soit habitent proches du futur projet, soit travaillent aussi assez proches de ce projet. C'est-à-dire que c'est un point qui est intéressant, c'est que pour pouvoir faire recours auprès du tribunal cantonal, il faut justement être situé et habiter proche de ce futur projet. Vous êtes tous également des citoyens qui ont fait opposition, qui s'étaient opposés lors de la mise à l'enquête publique, des oppositions qui avaient été levées par la municipalité et qui a notamment délivré le permis de construire. Une séance de conciliation avait eu lieu en mai dernier, une séance de conciliation organisée par la municipalité. Quel bilan vous en faites de cette séance de conciliation ? Le bilan était plutôt négatif. Il n'y a pas vraiment eu de conciliation. En fait, la municipalité est obligée de faire cette séance. Donc elle a organisé cette séance. Et puis, il n'y a pas vraiment eu de conciliation parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas que le projet soit différent. On veut juste que le projet n'existe pas, ne se réalise pas. Et le carré, la société qui veut construire cet abattoir, ils n'ont pas envie non plus de modifier leur plan. Le Carré, la coopérative de l'abattoir régional de Rolle et environ, qui est présidée par Nicolas Bollet. J'aimerais savoir justement, Patricia Bayouti, aujourd'hui, pourquoi être opposé à ce projet et à cet abattoir? Alors, il y a plusieurs raisons. Évidemment, des raisons écologiques. C'est prouvé maintenant scientifiquement que le dérèglement climatique provient des activités humaines, notamment l'agriculture et en particulier l'élevage des animaux. Les scientifiques disent qu'il faut réduire cet élevage, notamment aussi en Suisse. La Confédération a publié un rapport en 2022 qui disait que les animaux en Suisse sont nourris surtout d'aliments condensés et pour la moitié proviennent de l'étranger. Donc on a trop d'animaux de rente ici en Suisse. Donc il faut baisser drastiquement ces animaux. Évidemment qu'en parallèle, il faut aussi baisser la consommation de viande, parce que l'idée, ce n'est pas de baisser les animaux en Suisse pour importer de la viande de l'étranger.
Donc ça doit se faire en parallèle, baisser la consommation de viande et baisser aussi le nombre d'animaux d'élevage en Suisse. Et donc si on baisse le nombre d'animaux d'élevage, eh bien on peut baisser le nombre d'abattoirs. Alors justement, sur ce plateau, nous recevions le président Nicolas Bollet, que vous avez mentionné tout à l'heure, en mars dernier. Voici ce qu'il disait. L'abattoir, comme il est prévu aujourd'hui, dans sa nouvelle forme, prend en compte tous ces désagréments. C'est-à-dire que les locaux sont fermés, sont d'une certaine manière étanches, donc il n'y a pas de perturbation pour l'extérieur. Certaines personnes ne veulent plus consommer de viande, c'est leur choix. Pour les autres, il faut leur laisser la possibilité. Et pour moi, je peux revenir sur l'argument de manger moins de viande, manger de la viande meilleure, de la viande de proximité. Et puis, par cet outil de travail, on peut proposer ça à la population. Votre réaction sur ce que vous venez d'entendre, Patricia Baiuti? Concernant la deuxième partie, pour moi, ce n'est pas parce que les animaux sont élevés en Suisse que c'est local. S'ils sont nourris avec des aliments qui viennent de l'étranger, on ne peut pas dire qu'on mange local. Ces aliments qui viennent de l'étranger induisent la déforestation dans d'autres pays, ce qui est évidemment catastrophique au niveau écologique. Le fait de savoir quand même d'où proviennent nos aliments, le fait d'avoir des normes, aussi un vétérinaire qui sera sur place, c'est peut-être des éléments qui pourraient aujourd'hui vous rassurer. On voit très bien que non, puisque vous n'en voulez pas. Mais pourquoi le fait d'avoir justement cette traçabilité aujourd'hui qui pourrait être mise et qui est mise en place? Donc ce qu'on soutient avec l'association, c'est qu'on ne veut pas qu'il n'y ait plus du tout d'abattoirs en Suisse. On pense qu'en effet, un certain nombre de bétail ou différents animaux destinés à l'abattoir sont nécessaires en Suisse. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il y en a trop, beaucoup trop. Et donc, si on baisse ce nombre d'animaux, eh bien, on n'a pas besoin d'autant d'abattoirs. Il y a l'abattoir de Orbe qui a été rénové, agrandi il y a quelques années. Là, l'idée, c'est de remplacer celui de Roll par un abattoir plus grand pour Aubonne. Donc, on ne voit pas l'intérêt de faire plus grand si, d'un autre côté, les scientifiques nous disent de baisser le nombre d'animaux en Suisse aussi. Ce n'est pas juste partout, mais c'est en Suisse. Si on veut que les animaux en Suisse soient nourris que par de la nourriture qui provient de Suisse, eh bien, il faut baisser de moitié ce nombre d'animaux. Aujourd'hui, quel est le but de l'association La Vie est dans la Prairie? Donc, l'association a été créée en fait pour récolter essentiellement des fonds pour faire recours, puisque actuellement, on a déjà dû payer 10 000 francs entre les frais d'avocat et pour le tribunal. Et donc, ces coûts ne sont pas terminés. On aura encore d'autres coûts. On avait estimé environ 20 000 francs. Et donc, évidemment que ce n'est pas juste les 7 personnes qui ont fait recours qui doivent supporter cette charge. Et donc, on essaye auprès de personnes qui soutiennent notre cause et qui pensent qu'elle en vaut la peine. Donc, on demande à ces gens de nous soutenir financièrement et on trouve toutes les informations sur le site internet de l'association. Aujourd'hui, j'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes organisé. Un avocat notamment qui est là pour argumenter, qui fait recours justement avec vous auprès du tribunal cantonal, une personnalité connue de la région, notamment du politique, ce qui prouve que vous avez très bien su vous entourer. C'est qui est cet avocat, Patricia? Alors, c'est Maître Raphaël Mahin qui nous soutient, qui a déposé ce recours auprès du tribunal. Et nous sommes très contents de son travail pour le moment, les arguments que je vous ai donnés jusqu'à maintenant, ou écologiques, ils ont pas de poids en fait par rapport à la loi suisse. Et donc, M. Mahin, il s'est vraiment attelé au permis de construire, à voir s'il y avait des problèmes par rapport à la loi. Et puis, il en a trouvé vraiment beaucoup, notamment par rapport au plan partiel d'affectation qui est pour la zone, ici à Aubonne, où ils veulent implanter cet abattoir. Il y a plusieurs points qui ne sont pas respectés, notamment c'est un site pollué, ce site, et il y a interdiction de creuser, puisque si on creuse, il y a un risque de pollution de la nappe phréatique. Et le projet prévoit de creuser dans ce site, ça c'est un des points importants. Il ne respecte pas les limites par rapport à la parcelle voisine.
Il a aussi vu que... Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie politique finalement? Parce qu'en tant que député du Grand Conseil, forcément, il aura des arguments aussi à amener du côté politique et de la scène politique, notamment face au président Nicolas Beaulais, qui est aussi, lui, député. Je ne pense pas qu'au niveau politique, ça entre en ligne de compte. J'espère que le tribunal il est neutre et il ne sera pas influencé par les politiques. C'est clair que le canton soutient ce projet, la commune d'Aubonne aussi. On est surpris, d'ailleurs, ils le soutiennent énormément puisqu'ils payent pratiquement plus de la moitié du prix total de cet abattoir qui est de plus de 3 millions et les subventions entre la Confédération, le canton, les communes, c'est plus de 1,5 million. Donc c'est vrai qu'on est assez surpris, et d'autant plus que, par exemple, ce projet ne respecte pas la loi sur l'énergie qui demande que 30% de l'énergie utilisée soit faite par des énergies renouvelables. Donc voilà, maintenant, pour nous, ces subventions, elles devraient être redirigées plutôt vers des éleveuses ou des éleveurs qui veulent changer et se diriger vers une agriculture ou une production de denrées végétales. C'est dommage de perdre ces subventions pour un projet qui, pour nous, n'a pas de futur. Patricia Bayouti-Rovna, présidente de l'association La Vie dans la Prairie, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau exprimer vos arguments et votre opinion. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Pour terminer, un point sur la politique et notamment Arzier-le-Muy. Philippe Esseva est élu à la municipalité. Lors du deuxième tour de l'élection complémentaire, il a recueilli 51% des voix. Son rival, Oumout Ousmane, a obtenu quant à lui 43% des voix. Conseiller communal depuis plusieurs années, il sera assermenté dès ce lundi à l'occasion d'une séance extraordinaire et pourra ainsi prendre ses fonctions dès le début de janvier. Autre brève et autre nouvelle, la ville de Nyon tient sa nouvelle chef de service de la culture. La municipalité a en effet désigné Madame Myriam Kridi pour remplacer Madame Monique Dubé, qui a fait valoir son droit à la retraite après plus de 28 ans d'activité à la ville de Nyon. Dès son entrée en fonction le 1er mars prochain, un taux d'occupation à 90%. Myriam Kridi assumera la direction et la gestion des affaires culturelles ainsi que des 4 institutions suivantes, à savoir le château de Nyon, le musée du Léman, le musée romain et la bibliothèque de Nyon. Place à l'élection complémentaire à Gland, où ça y est, Florian Cavalieri, tous les noms sont connus et sont désignés par les partis. Alors on va faire un petit tour de la situation. On commence avec 4 candidats. Arnaud Durand, Parti Pirate Vaudois, qui est lui sur la liste indépendant. Effectivement, Andrea, si vous souhaitez avoir une conversation qui a du chien à Noël ou au réveillon, eh bien, parlez de l'élection complémentaire à la ville de Gland, une élection qui sera très courte mais qui s'annonce passionnante. Vous avez cité le nom du premier candidat, effectivement, Arnaud Durand, membre du Parti Pirate Vaudois. Il sera là en tant qu'indépendant. Alors Arnaud Durand, c'est un peu un voyageur interparti et non pas intergalactique. Il a été membre du PDC, de Vaulx-Libre, des Verts libéraux et après un petit passage au sein de l'Entente pranginoise, il rejoint en 2019 le conseil communal de Gland avec le GDG pour s'en faire ensuite exclure suite à sa candidature à la municipalité. Il roule désormais sous la bannière du Parti Pirate, comme je l'ai dit, en tant qu'indépendant au sein du conseil communal. Alors il fait feu de tout bois. Est-ce que ce sera la bonne stratégie? On le verra. Effectivement, on a une slide avec tous les noms de ces candidats. Voilà, ils s'affichent là tous à l'écran. On va passer au suivant. Yves Froidevaux pour la plateforme PS Les Verts. Alors, Yves Froidevaux représente la gauche glandoise, celle qui avait perdu un siège aux dernières élections communales en 2021. Yves Froidevaux est secrétaire général de la Société pédagogique vaudoise. Il est très engagé en politique depuis de nombreuses années, d'abord à Nyon, puis à Gland en 2015. Il joue gros, car en cas de défaite, son concurrent José Cariano aura un boulevard au sein de la gauche glandoise pour représenter le PS lors des futures élections communales de 2026, en compagnie certainement de l'ancien président du conseil communal Le Vert, Rupert Schilbroek. Yves Froidevaux n'aura donc pas de second coup d'essai.
une femme, Aïmara Boufa, sous la bannière de l'UDC. Effectivement, et c'est une première. Le Parti agrarien présente une femme, alors à travers ses thématiques traditionnelles qui lui sont chères, à savoir la sécurité, la fiscalité, la mobilité, le stationnement, l'économie locale et les traditions. Alors, si l'on dit souvent que l'UDC est un parti de droite, à gauche, l'UDC vote souvent à gauche. Enfin, Jérôme Frachebourg, qui est lui sous la bannière des gens de Gland. Alors pour le GDG, le siège de Thierry Genoux est un siège GDG et il faut le défendre. Pour cela, le premier groupe d'opinion libre du canton de Vaud a choisi ce spécialiste des marchés publics, ancien secrétaire général du département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud. Il est aussi ancien directeur de l'ECA, l'établissement cantonal d'assurance. Il est actuellement membre de la commission des finances et il a longtemps pratiqué le basket en LNA et LNB. À savoir aussi qu'il a été choisi au détriment de Samuel Freuler, qui sera certainement en lice en 2026. C'est une excellente façon de positionner cet homme que tout le monde dit très compétent, mais qui souffre d'une image un peu déficitaire au sein de la population. À droite, le PLR, lui, n'est toujours pas sorti du bois, mais pourrait rentrer encore dans la course. Et non, désolé de vous décevoir, Andrea. Il n'y aura pas de candidat PLR. Le PLR a 2 municipaux et l'objectif pour le PLR, c'est surtout de conforter sa position aux prochaines municipales de 2026. Ils ont actuellement 2 sièges à l'exécutif, mais on ne sait toujours pas si Jeannette Weber se représentera. En ne présentant pas de candidats, ils sont libres, ils essayent de s'affranchir des GDG et ils pourraient être les faiseurs de roi. Faiseurs de roi, c'est vrai, mais c'est la période de Noël, justement, peut-être qu'on trouvera la bonne fève. Le dépôt pour les listes est lui fixé au 22 janvier à midi précise. L'élection au premier tour aura lieu le dimanche 3 mars. Un deuxième tour peut-être fixé le 5 mars. Et enfin, l'élection au deuxième tour est fixée, elle, au dimanche 24 mars. On suivra évidemment tout ça en votre compagnie. Florian Cavalieri, merci beaucoup pour ce point. Mais de rien, Andrea, puis je précise quand même qu'il peut toujours y avoir un candidat mystère qui peut se présenter. Comme vous l'avez dit, le dépôt des listes est le 22 janvier pour une campagne éclair. On se réjouit de suivre ça sur NRTV à travers des débats dès la rentrée. Et ensuite, notre troisième collègue, là présent, Alexandre. Alors, dis-nous tout de cette structure et de cette citadelle qui se construit sur la place des Marronniers, Alexandre. Oui, donc voilà, je suis avec François Montaut. Bonjour François, déjà. Merci beaucoup de nous accueillir sous cette tente, sous ce petit igloo à Nyon, à la place des Marronniers. Alors c'est vrai, on disait citadelle d'argile, de béton. Là, en l'occurrence, ce qu'on voit, c'est plutôt une tour. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'on voit là devant nous, justement? On voit une tour comme ça qui monte, et je pense que les idées qui vont animer à la base, c'est l'idée qu'il y a des gens qui construisent, qui amassent qui ont trouvé un trésor, ils veulent le protéger. Donc là, c'est symbolisé par des bougies qui seront allumées plus tard, et ils veulent construire quelque chose. Et il y a une vague qui vient pour éteindre leur feu, pour prendre leur trésor, pour brûler leur maison, quelque chose de dangereux qui bouge. Et donc, ils continuent à construire plus haut pour protéger leur trésor. Et ça monte comme ça. Ça s'élève d'une sorte de commun accord, d'une espèce de concurrence comme un tuteur et puis quelque chose qui s'accroche dessus. Et donc, toute la tour s'élève. Moi, évidemment, ça me fait un peu penser à l'histoire de l'humanité, où on trouve une idée et on y tient. Alors, on la défend, et puis les gens l'attaquent, et puis on l'amplifie, etc. Puis les choses grandissent, et parfois elles s'effondrent. Évidemment, toutes ces idées-là, elles sont présentes dans ma pensée beaucoup. Mais le fait qu'on m'a mis à côté des colonnes romaines, je me suis dit, là, c'est le moment de faire quelque chose sur l'époque qui construisent, et puis qui s'écroulent, et puis qui reconstruisent. Oui, justement, votre inspiration. Alors, on peut dire, vous avez le mandat, c'était une dizaine de jours pour confectionner cette œuvre ici, dans le cadre des fêtes et d'Illuminion. Donc là, il reste encore 2 jours avant qu'on puisse justement assister à cette fête lumineuse avec votre œuvre justement qui sera illuminée. Mais votre processus de création, déjà, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on confectionne. Voilà, alors là, justement, l'argile et le ciment, comment ça se passe pour qu'on parte de ce qu'il y a dans les seaux et puis que ça se retrouve durci juste ici? C'est quelque chose d'assez mystérieux. Moi-même, je suis en hésitation, mais j'ai quelques pensées, quelques idées. Je pense qu'il y a des grandes formes de base. Évidemment, on m'a dit que je serais ici. Il y a une colonne, par exemple, romaine qui est juste à côté. Donc, il y a des éléments comme ça qui font que c'est pas un projet dans le néant. Et puis, il y a moi, il y a mon être, il y a mon vécu et mes pensées, les choses qui m'obsèdent, etc. Et
à un moment, je crois que je me fais assez confiance. En tout cas, je commence à prendre une espèce de confiance en mon instinct et je fais les choses sans réel plan, mais avec une espèce d'idée conductrice et une obsession de certaines idées auxquelles je tiens. Dali, il emploie ces termes et ces mots, et j'aime beaucoup ces mots, c'est une folie, mais de qualité. C'est-à-dire que il y a de la folie, mais il y a l'obsession de la qualité, de la précision en même temps. Il faut prendre au sérieux sa folie. C'est quelque chose de cet ordre-là. Et il y a des petits poissons aussi, c'est fait pour Nyon, les poissons? Oui, alors c'est beaucoup pour la ville de Nyon que j'ai rajouté les poissons, mais ça correspondait aussi à cet élan, à cette vague qui monte comme ça. Et là, vu qu'il y a des poissons de la ville de Nyon, bah, ça peut faire penser du coup à la ville de Nyon. Et c'est le cas des colonnes. Les colonnes romaines, c'était les colonnes de l'ancienne ville de Nyon qui ont survécu au temps. Enfin, les colonnes ont survécu, elles, mais la ville, elle a continué. Elle a continué, les habitants ont changé d'idées, ont changé de religion, ont changé de tout un tas de choses, mais la ville est toujours là. Et donc, on a bien affaire à un phénomène d'accumulation de choses qui se rajoutent, et puis d'avancement comme ça de l'humanité, avec des trésors. Alors, certains trésors, c'est nos pensées, certains trésors, c'est nos enfants, notre avenir, et fondamentalement, je pense que c'est la même chose qui est représentée ici. C'est pour ça que je parle des fois de la cellule. En fait, la cellule qui fait une enveloppe et qui a un noyau précieux, le noyau, c'est son avenir génétique, c'est sa destinée, et elle y tient, elle veut le protéger, alors elle fait une petite enveloppe. Et puis, bah, au bout de 30 000 générations de petites cellules et de petites enveloppes, on a une évolution. En fait, c'est cette évolution qui est inscrite là. Ouais. Et alors, vous faites tout seul à la main. Comment ça se passe? Parce que là, je vois quand même des sacrés détails sur les poissons, sur les hommes aussi que vous représentez. Comment vous travaillez le ciment et l'argile? Vous pouvez juste me montrer comment ça marche? Alors, bah, c'est un mélange d'argile et de ciment. Je fais une pâte comme ça, et puis je lui donne une forme pratiquement toujours avec les doigts, enfin même toujours avec les doigts. Et puis parfois, j'utilise un petit outil pointu pour faire les choses qui sont plus petites que les doigts, pour faire un trou, par exemple pour les yeux du poisson ou des choses comme ça. Et donc avec un petit outil, je peux la travailler plus finement. Ouais. Et puis quand ça s'élève beaucoup, j'utilise des armatures qui permettent de faire appuyer la matière dessus. Ce serait possible sans armature, mais ce serait beaucoup plus fragile et beaucoup plus lent. Il faudrait attendre à chaque fois, justement, pour faire ce processus. Peut-être que ce serait intéressant de le faire, mais là, en 10 jours, c'est pas possible. Oui. Cumuler les choses réellement avec le poids qu'elles ont chacune, etc. Et après, je crois que ça prend une journée à sécher complètement. Et puis après, bah, le ciment, bien entendu, au bout d'une semaine, voilà, ça devient blanc. François, pour se quitter, j'aimerais juste savoir, donnez-nous envie, mercredi, ça va s'illuminer justement, on va pouvoir voir votre œuvre finale. Mercredi. 20 à 6 heures à peu près, à partir de 6 heures jusqu'à 8-9 heures, comme ça. J'allumerai les bougies, donc elle sera illuminée, elle sera dans son état final, enfin sans doute final, parce que moi je m'interviens. C'est jamais totalement fini, c'est ça. Je sais pas quel ira, qu'est-ce qu'il adviendra exactement de cette sculpture. A priori, c'est la ville de Nyon qui va la mettre quelque part. Je sais pas encore où. Donc, normalement, mercredi, c'est l'état final, mais d'accord. C'est ce qui adviendra. Vous pouvez venir mercredi. Oui, et comme ça, on pourra aussi vous rencontrer et puis apprendre toutes les histoires derrière cette création de cette tour en argile et en ciment. Voilà, Andrea, à mercredi. François, merci beaucoup. Et puis, bonne fin de conception. Voilà, Andrea, et joyeuses fêtes. Oui, cette saison, Alexandre, tu me souhaites déjà de joyeuses fêtes. On peut se le dire presque tous les jours à partir de maintenant. Allez, très belle journée à toi. Place au sport avec le Nyon Basket féminin. Laure Margot, Agnès Blanchard, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Le dernier match de l'année aura été des plus compliqués pour le Nyon Basket féminin qui a trébuché face à Fribourg-Elfique dimanche au Rocher avec le score sans appel de 58-106. Retour sur ce match en votre compagnie. Laure, Agnès, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce match? A été difficile. Est-ce que déjà vous êtes remise de vos émotions, Agnès? Oui, parce qu'il faut passer à autre chose. Hein. C'est que du sport, on va dire, même si celle-ci a fait très mal. Voilà, on a fêté Noël avec le basket, avec l'équipe, avec le comité. Et puis, on va dire que la soirée s'est bien terminée. Donc ça va. Oui, c'est vrai, ça, on arrive quand même à faire une belle soirée après une telle défaite, Laure. Oui, c'est vrai que direct après le match, on n'avait pas forcément le sourire. Après, on savait qu'on allait fêter Noël tous ensemble, du coup, ça a un peu sauvé la journée au final et on s'est bien amusé autour d'une fondue. Donc heureusement.
Alors là, on va dresser un petit peu le bilan de votre compagnie. À la mi-saison, vous êtes situé actuellement 3e au tableau. C'est un écart qui s'est creusé tout de suite dans ce match. Vous avez été distancié de 10 points après 4 minutes de match. Qu'est-ce qui s'est passé, Agnès? Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez peut-être à le commenter au niveau sportif? Quels ont été peut-être les manquements? Tout. Tout. Il n'y avait pas d'énergie, pas d'envie, c'était mou. Alors, est-ce que c'est parce qu'on arrive à la fin de l'année, tout le monde est fatigué? C'est pas vraiment, je pense que c'est pas vraiment une excuse parce que tout le monde est dans la même situation. Fribourg avait joué l'Eurocup jeudi en plus, donc contre une grosse équipe. Et je pense que c'est vraiment l'énergie, la motivation. Elle n'était pas présente ce soir-là et contre Fribourg, ça se paye très lourdement. Ouais, si on prend un peu des distances aussi par rapport à toute la saison, vous aviez quand même enchaîné 3 victoires en championnat. Alors il y a eu des hauts et des bas forcément en ce début de saison. Quel bilan est-ce que vous en faites, Laure? Bon, je pense que le bilan est plutôt positif au final. On est à la 3e place, ça reste très correct. Après, c'est vrai qu'on s'est fait éliminer en Coupe de la Ligue, ça nous a mis un coup. Là, le match dimanche contre Elfic aussi. Après, voilà, la saison est encore longue. Il y aura aussi des changements dans l'équipe, du coup, on a encore beaucoup de choses à montrer. Et quand vous parlez de changements dans l'équipe, c'est quoi? Parce qu'il y en a déjà eu beaucoup, et pas mal de renouveau avec l'arrivée d'un nouveau coach, qu'on peut citer, Nicolas Gospodinov. Est-ce qu'on peut peut-être un petit peu parler de lui? Comment est-ce qu'il est, ce nouveau coach? Il est bien. Il est bien. C'est pas toujours facile à comprendre de passer un nouveau coach, ou s'il faut recommencer à zéro, une nouvelle philosophie, etc. Mais c'est une philosophie très européenne où la balle circule, il y a beaucoup de systèmes, on a fait beaucoup de physique, on a beaucoup couru aussi. Mais non, ça se passe très bien avec lui. Alors, vous nous parliez justement de ces changements, ça sera lesquels? Alors là, on a 2 de nos joueuses professionnelles étrangères qui ne continuent pas avec nous. Et on aura du coup 2 nouvelles joueuses qui vont arriver quand on reprend en janvier les entraînements. Donc voilà, ça sera déjà un gros changement. Donc j'espère que ce sera positif. Oui, pourquoi ces changements, justement, elles ont décidé de partir? Est-ce que c'est une séparation qui s'est faite d'un commun accord? Comment se sont faits ces choix? Alors, moi, je ne suis pas du tout dans le comité, donc je ne sais pas forcément. Mais je pense que c'était... ça doit être le comité qui a dû prendre une décision. Après, une de nos joueuses, son contrat se terminait maintenant, du coup, ils ne l'ont juste pas reconduite. Donc, ouais, c'est un accord entre eux. Ouais, en tant que joueuse, justement, comment est-ce qu'on fait face à tous ces changements, le fait d'avoir des coéquipières qui partent, qui reviennent? Est-ce que ça fait partie des saisons habituelles ou justement il faut savoir jongler et ça crée finalement aussi certaines incidences? Alors, c'est vrai qu'il faut, à chaque fois, quand il y a des nouvelles arrivées, il faut se réadapter, il faut apprendre à connaître la personne, etc. Mais je pense qu'avec l'année passée, on a eu l'habitude. Parce que l'année passée, c'était, on va dire, toutes les semaines, on voulait changer. On a utilisé tout notre quota, je crois, de changement d'étrangères. Cette année, voilà, il y en a 2 nouvelles. On va s'y habituer et puis voir si ça roule avec elles. Est-ce que vous connaissez déjà leur nom? On peut les citer? Non, on ne fait pas du tout. Du comité pour l'instant. Très bien. Pas. En tout cas, on se réjouit de prendre de leurs nouvelles. Laure, j'aimerais citer aussi le fait que vous êtes top scorer pour les bonnes nouvelles. Là, c'est des exemples aussi à suivre. Parlez aussi également de votre nouveau rôle en tant que capitaine. Pas mal de changements pour vous aussi, finalement. Oui, c'est vrai que voilà. Déjà, la saison passée, j'ai repris le rôle de capitana après Méline. Du coup, voilà, j'étais déjà dedans. C'est vrai que cette saison... j'ai toujours ce même rôle que j'aime beaucoup. Et puis, ouais, pour le prix du top scorer, c'est vrai que j'en suis assez fière. J'ai bien bossé l'année passée, la saison passée. Et ouais, je trouve que c'est un joli cadeau après une saison. On prend rendez-vous pour la suite le 6 janvier face à Elio. Ça vous laisse quand même quelques jours de repos. Comment ça se prépare justement la suite et pour ce prochain match, Agnès? Déjà se reposer là. Déjà, là on a compris. On va bien se reposer, profiter des vacances. On reprend les entraînements le 3 janvier. Ou le 2. Ouais, le 2, voilà. On prend le 2 janvier. Puis nous, de notre côté, on va faire en sorte quand même d'arriver relativement en forme. Pas tout perdre en 2 semaines, ça serait dommage. Et puis, on va voir comment ça va se passer.
Agnès Blanchard, Laure Margot pour l'Union Basket Féminin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon repos, puis on se réjouit donc de vous retrouver en pleine forme pour ce match le 6 janvier face à Ilios. À tout bientôt et de très belles fêtes à vous. Merci. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Belle suite de programmes.